tous, je suis Jean-Marc Jeunesse, le rédacteur en chef d'achatpublic.info, le magazine en ligne dédié à la commande publique dans tous ses aspects juridiques, économiques et professionnels. Bienvenue à cette 23e édition déjà d'Achat Public Invite, dont je vous rappelle le principe immuable, une personnalité éminente, très active, appréciée ou pas d'ailleurs, on verra, de l'achat public, vient répondre aux questions de la rédaction d'achatpublic.info, avec aujourd'hui celui qu'on appelle déjà le Perceval de l'achat public, j'ai nommé Étienne Ducluseau. Je tiens à rassurer tous les fans et toutes les fans, elles sont nombreuses, de Mathieu Laugier. Il n'est pas là, mais il va bien. Il est en opération extérieure pour achat public. Vous pourrez le lire cet après-midi si tout va bien. Bonjour Mathieu, je sais que tu nous regardes. Aujourd'hui, c'est une émission un peu particulière. On a une actualité commande publique qui est assez prometteuse dans tous les sens du terme, puisqu'on va probablement beaucoup modifier la commande publique, que ce soit au niveau européen avec la révision des directives qui est actée maintenant. Ce n'est pas pour tout de suite, mais on va commencer en 2025, ils vont commencer en 2025. On a un projet de loi de simplification de vie des entreprises, on a un projet de décret qui est en consultation sur la simplification de la commande publique. Tout ça dans un contexte de tensions budgétaires accrues, de tensions internationales un petit peu fortes. Et on a voulu poser la question à un expert pour, à la veille du Congrès des maires et du Salon des maires, qui est quand même le salon de l'achat public, on a voulu consulter un expert pour réfléchir un peu à tous ces enjeux, toutes ces orientations. Cet expert, c'est Sébastien Topiak. Merci Sébastien. Bonjour Jean-Marc. De répondre Bonjour à notre Étienne. invitation. C'est la deuxième fois, je crois. Je crois. C'est bon signe. Jamais 203. Voilà. Il a pris réservation déjà. Ma première question, Sébastien, qui êtes-vous? D'où venez-vous? D'où me parlez-vous, camarade? C'est gentil. Déjà, bonjour, bonjour à vous et bonjour à toutes et à tous. Et donc, je vous parle du haut d'une certaine expertise, en tout cas, ou expérience de près de 25 ans en matière d'achat public, peut-être un rôle un peu de grand témoin, une certaine liberté de parole, d'ailleurs, je pense, acquise et nécessaire dans un contexte difficile et complexe de l'achat public. Et puis, c'est pour cela, d'ailleurs, que j'ai fondé récemment une agence de conseil et d'accompagnement des entreprises, des sociétés d'investissement, mais aussi des acheteurs publics en matière d'achat public, parce qu'on va le voir aujourd'hui, les sujets sont ô combien nombreux et pas que techniques et juridiques. Jean-Marc a rappelé tout à l'heure, le contexte budgétaire est un peu complexe. D'un autre côté, vous affirmez que les contraintes budgétaires peuvent être une opportunité pour l'achat public. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Contraintes, efforts, c'est vrai qu'on a la chance d'être dans un grand pays qu'est la France et on le sait, la France innove, la France se bouge entre guillemets lorsqu'elle est sous la contrainte. Et je pense que cette période de contraintes budgétaires ou d'efforts d'ailleurs que l'on demande est probablement le moment de repenser complètement l'achat public. Ça ne veut pas dire le simplifier. Ça veut dire probablement peut-être passer d'un achat public qui est historiquement très budgétaire et juridique à un achat public beaucoup plus tourné vers l'avenir, vers l'investissement et, on le verra, vers les politiques publiques. L'actu, c'est évidemment en lien avec les questions de souveraineté, d'achat local, de forme de protectionnisme. C'est évidemment les élections américaines. Il y a beaucoup de craintes qui s'expriment sur le sujet. Est-ce qu'il faut en avoir peur? Qu'est-ce que ça pourrait impliquer, ces élections aux États-Unis? Je crois qu'il faut tout d'abord féliciter le nouveau président des États-Unis. Oui, ça, je pense que c'est un point important. Les États-Unis sont une grande démocratie, c'est un pays souverain. Les Américains ont fait un choix. Et je pense que, comme la contrainte budgétaire, probablement que l'élection américaine est une opportunité pour l'Europe, pour la France et pour la commande publique de se repenser et peut-être de s'inspirer d'ailleurs de ce qu'ont fait les Américains depuis très longtemps, depuis près d'un siècle, avec 3 dispositifs que je souhaite rappeler ici. Le premier, c'est le Buy American Act, c'est ce qui veut dire on est entre deux guerres, on est entre les deux guerres, 1933 avec le fait d'orienter les deniers publics américains vers les entreprises américaine, durcie en 2008 d'ailleurs, parce qu'on parle beaucoup de Donald Trump, mais durcie en 2008 par le président Obama, comme quoi le sujet est bien au-delà des personnes. Le Small Business Act, dont on parle souvent d'ailleurs en France ou dans certaines de nos régions, mis en place en 1953, il y a près de 70 ans, et puis plus récemment l'IRA, sur la partie inflation, en 2022 par le président Biden qui également en 2022 a mis en place des dispositions visant notamment à la mise en place d'un bonus-malus, d'un bonus
en faveur des entreprises américaines en intégrant des externalités sociales et environnementales dans la commande publique américaine sous couvert de protectionnisme. Voilà, alors la question, c'est pas de tout prendre. On est en Europe, on est en France, on a des enjeux environnementaux et sociaux qui sont probablement plus exigeants que les Américains, plus avancés. Mais je crois qu'il ne faut pas en permanence tirer un peu sur les Américains à boulet rouge et tout reprocher. Il y a peut-être des bonnes idées dans l'économie ou dans le protectionnisme américain. Des bonnes idées qui pourraient être prises par la Commission et le Parlement, bien sûr, après, dans le cadre de la révision des directives, puisqu'on rappelle qu'une des critiques apportées aux directives, ce serait qu'elles n'assurent pas forcément une concurrence effective et un manque de protectionnisme. La vraie question qui va se poser, c'est l'Europe doit évoluer très rapidement sur sa commande publique. On est à plus de 2200 milliards quand même d'euros, il faut le rappeler, quand on parle d'argent. La vraie question, c'est si l'Europe ne le fait pas, et on le sent déjà, chaque État membre va réinventer sa commande publique à coup de décret, à coup de texte, à coup de circulaire ou de pratique. On le voit, l'Italie est en train d'avancer très vite sur l'alimentaire dans ses écoles, l'Allemagne de longue date. Et donc la vraie question, elle est là. Soit l'Europe transforme sa commande publique, soit chaque État, et la France, je le souhaite, je l'espère, devra probablement réinventer sa commande publique. Donc est-ce que c'est l'achat public qui va un peu fissurer l'Europe? Comment ça va se passer entre entre les États membres? Quand on est sur un sujet qui pèse quand même 10-15% du PIB, 350 milliards en France, 2200 en Europe, dans un moment où l'argent se fait rare, dans un moment où on n'a jamais eu autant besoin d'argent public, on l'a vu malheureusement avec la crise espagnole, avec le contexte espagnol. La vraie question, c'est que si l'Europe à un moment probablement ne bouge pas, chaque État va bouger. Et donc moi, je pense que l'Europe aurait tout intérêt à revenir très rapidement sur les 3 grands principes de l'achat public, s'arrêter là, et laisser chaque État membre réécrire, sous couvert d'un certain nombre de process de contrôle, bien évidemment, et d'audit, réécrire sa commande publique en fonction d'enjeux de réindustrialisation, d'enjeux économiques. On voit aujourd'hui le débat sur les accords avec d'autres pays, avec l'Amérique du Sud, qui, à mon avis, est en train de fissurer l'Europe, chaque État membre n'ayant pas les mêmes intérêts d'import ou d'export de produits ou de services. L'achat public, c'est pareil. Donc je pense qu'il va falloir très vite et pas attendre la réécriture des directives. Et si l'Europe ne va pas assez vite, peut-être que la France aurait peut-être intérêt à, en tout cas, peut-être ouvrir le chemin, ouvrir la voie, comme elle l'a fait sur l'environnement, comme elle l'a fait sur le social, mais peut-être le faire sur les enjeux de souveraineté. Je parle plus de souveraineté que de protectionnisme. Oui, parce que vous me disiez par rapport au seuil tout à l'heure, qui va être relevé pour les marchés de défense, vous voudriez relever ces seuils sur un marché de souveraineté, c'est ça, sur les marchés de souveraineté? C'est vrai qu'on a dans le dernier projet, le projet de décret de simplification, qui est d'ailleurs en consultation publique, un article, l'article 3, qui prévoit justement la mise en place de marchés sans publicité ni mise en concurrence, innovants. Si tant est qu'on arrive enfin à définir ce qu'est l'innovation d'ailleurs, entre nous. D'ailleurs, donc ouvrir à 300 000 € sur un terme qui est mal défini, sur des sujets de défense et de sécurité, donc on peut aussi peut-être discuter de ce qu'est un sujet. Alors la défense, je vois bien, la sécurité, on peut en parler, marché de services. Moi, je penserais plutôt à des marchés de souveraineté. On peut considérer par exemple qu'un marché de services, de centre d'appel pose des questions de données sensibles, centre d'appel avec des agents publics et des citoyens, que naturellement des marchés médicaux posent des questions de souveraineté, des marchés énergétiques posent des questions de souveraineté. Donc je pense qu'à un moment, si on veut vraiment aller vite sur le sujet, il va falloir bouger et faire en sorte que notre commande publique devienne un levier ou un outil de souveraineté et peut-être, qui dit souveraineté, une forme de protectionnisme qu'il faut peut-être admettre aujourd'hui en France et en Europe. Ça veut dire que les règles vont se complexifier probablement encore. Complexifier implique professionnalisation des acheteurs publics. Comment aller encore plus loin dans cette expertise, dans cette professionnalisation? Qu'est-ce que vous, qui étiez un acheteur public, qu'est-ce que vous attendez des acheteurs publics dans ce contexte de densification normative, on va dire? Je pense qu'aujourd'hui, les acheteurs publics attendent beaucoup du droit, trop. Souvent du droit. Aujourd'hui, la question, c'est pas de savoir s'il faut ajuster un article, passer de 5 à 3% sur des dispositions pour les PME, augmenter des avances. C'est intéressant, mais ça ne va pas transformer l'achat public. Je l'ai toujours dit, en France, on a 135 000 acheteurs publics ou personnes faisant office d'acheteurs publics, j'entends bien. L'Europe, c'est 250 000. Donc, soit on continue d'essayer de gagner des guerres économiques
Certains diraient que nous sommes herbivores, qu'on va passer omnivores, voire peut-être carnivores, carnivores. On reviendra tout à l'heure à... Ou nécrophages, on verra. Ou nécrophages, peut-être pas, mais à la préhistoire de l'achat public, sans citer notre président de la République. La question, c'est qu'on ne gagne plus en 2024 de guerre économique avec une armée napoléonienne. Ouais. Et j'ai beaucoup de respect pour les acheteurs publics, j'ai exercé cette profession. Mais à 135 000, si on veut faire monter tout le monde très rapidement en compétences, en professionnalisme et surtout intégrer des enjeux environnementaux, des enjeux sociaux, des enjeux de data, de sécurisation de la donnée, de cybersécurité, eh bien il va falloir assez vite se reposer la question de l'organisation de l'achat public en France. Je ne parle pas que des centrales d'achat nationales, on en parlera d'ailleurs, on va en parler, beaucoup de polémiques. Je parle aussi des opérateurs régionaux, de la formidable idée qui a été la mise en place des groupements hospitaliers de territoire, parce que je pense que 136 grands acheteurs hospitaliers sont beaucoup plus performants aujourd'hui que l'étaient peut-être 1000 ou 1200, ce qui ne veut pas dire que les gens n'étaient pas impliqués, mais c'est toujours difficile de former des gens, de faire du sourcing, d'investir dans l'IA. On en parlera à la folle semaine des marchés publics, d'achat public. Donc, est-ce qu'à un moment, on rationalise tout ça et on fait des vraies équipes d'achat public, des vraies structures d'achat public avec des vrais enjeux, des vrais indicateurs, des vraies empreintes économiques, avec un vrai positionnement politique, ou est-ce qu'on continue d'essayer j'allais dire, d'abasourdir 135 000 acheteurs publics à coup de texte, à coup d'évolution, à coup de modification, à coup d'exigence, à des personnes parfois qu'on reconnaît mal d'un point de vue métier et salaire, à des personnes à qui on refuse parfois de la formation et à des personnes à qui parfois on refuse des outils de sourcing, des outils d'IA, des outils d'évaluation des fournisseurs. Donc à un moment, on célébrait le 11 novembre il y a peu de temps, on n'est plus en 1914. Donc aujourd'hui, si on veut vraiment, dans un monde qui est en train de se tripolariser, Chine, États-Unis, Asie, États-Unis, Europe, soit à un moment on met le paquet et on ouvre les yeux, soit on continue à bricoler un achat public et je pense que ce temps est fini. Donc ça passe par plus de formation et une mutualisation des acheteurs publics, une recentralisation des... Je pense qu'on l'a fait avec les hôpitaux, 136 GHT, on l'a fait au niveau de l'État, avec la direction des achats de l'État. L'UGAP joue un rôle important en matière de professionnalisation et de performance de l'achat, on va y revenir. Les centrales d'achat hospitalières, le RESA, UniAchat, Unicancer ont beaucoup apporté aussi à la commande publique. La loi NOTRe, les grandes régions devraient s'emparent certaines du sujet de l'achat public à l'échelle de la région. Donc on n'a peut-être plus besoin d'une densité aussi importante d'acheteurs publics, on a besoin peut-être de prescripteurs naturellement, de réinterroger le besoin, mais au moment de passer à l'acte, au moment de faire le sourcing professionnel, au moment de lancer les procédures, au moment de faire du contract management et de suivre l'exécution des marchés, eh bien il faut professionnaliser les acheteurs, mieux les rémunérer, les outiller, les suivre, et ça, c'est impossible aujourd'hui si on cherche à le faire sur 135 000 acheteurs publics. Alors, on va parler centrale d'achat encore. Vous étiez, je crois, de mémoire aussi acheteur à l'UGAP. Pas que, mais longtemps. Longtemps. On aimerait bien vous entendre sur la polémique créée par un article qui accuse en gros l'UGAP, mais de façon plus générale les centrales d'achat, de faire payer plus cher aux collectivités. Il prenait l'exemple d'une petite lampe de bureau et d'une chaise, etc. Vous en pensez quoi, vous, Sébastien Topiac? Moi, Sébastien Topiac, et en dehors de... Parce que je parle ici probablement, non pas au nom de l'UGAP, mais de par mon expérience, mais au nom probablement de tous les opérateurs nationaux, régionaux, qui sont un peu d'ailleurs dans cette polémique, l'UGAP étant peut-être plus en avant parce que plus visible. Mais je pense que la question est plus globale. Moi, j'ai été choqué par cette polémique. Je la trouve à la fois injuste et injustifiée. Pourquoi? Parce qu'on passe de l'effet papillon que l'on connaît bien à l'effet ampoule, c'est-à-dire une ampoule, un tweet, les médias s'en emparent sans vraiment regarder la réalité des faits, les politiques malheureusement suivent les médias et donc on se retrouve avec la mobilisation de l'Inspection générale des finances sur un sujet qui à mon avis n'en est pas un.
Ouais. Les centrales d'achat ont contribué à la professionnalisation de l'achat, les centrales d'achat ont contribué à la performance de l'achat, les centrales d'achat ont été présentes, on le sait, pendant la crise sanitaire, rappelons-le. Des collectivités aujourd'hui ont d'excellentes conditions économiques sur leurs véhicules, oublient de le dire lorsqu'on compare des stylos, des ampoules ou des fauteuils. Et puis je rappelle qu'aucun acheteur public n'est obligé de passer par les centrales d'achat. Donc à un moment, C'est un faux procès. c'est un faux procès. Après, je ne dis pas que les centrales d'achat n'ont pas d'axe d'amélioration. Je suis le premier à le dire et je pense que si les politiques aujourd'hui veulent s'emparer du sujet de l'achat public et des centrales d'achat et des grands opérateurs, eh bien je pense que les politiques devraient être beaucoup plus exigeants sur le reporting de ces opérateurs en matière d'empreinte économique, d'empreinte environnementale, d'empreinte sociale. Et je pense que les politiques devraient justement mobiliser, y compris en leur sein, je pense à la direction des achats de l'État, à l'UGAP ou à d'autres, mobiliser ces grands opérateurs publics et ces grands professionnels de l'achat à des fins justement de portage, de politique publique, de souveraineté, de développement économique des territoires, de soutien à l'emploi, de soutien au handicap. Et donc je pense que malheureusement, on est par cette polémique retourné à la préhistoire, on en parlait il y a quelques minutes avec les dinosaures, à la préhistoire de l'achat public. Ouais. Parler de prix en matière d'achat public aujourd'hui n'a plus, mais aucun sens. Il faut vraiment changer ce dogme et penser probablement coût global de manière peut-être pas si facultative que cela. C'est ce que vous nous avez dit en préparant l'émission, où vous nous avez dit le temps de doser, notamment sur le prix. Il faudrait, selon vous, exclure le critère absolu du prix, on va dire, au profit du coût global, en intégrant un peu les externalités environnementales, sociales, pour refléter un peu la vraie valeur des biens ou des services, c'est ça? Alors je pense qu'aujourd'hui, il y a de manière très concrète, parce que vous aimez bien Le concret. l'achat public, le concret, je sais, Jean-Marc, parce qu'on pourrait parler pendant des heures de l'achat public. Il y a On a encore 5 minutes. 5 minutes. Merci. On a probablement trois grandes décisions à prendre en matière d'achat public qui ne sont pas contraires au droit européen, qui ne sont pas contraires à la Constitution ou je ne sais à quoi. La première, c'est qu'il est tout à fait possible aujourd'hui d'imposer le critère coût global comme seul critère économique. C'est prévu en 2026 ou dans les textes, s'il n'y a qu'un seul critère, en 2026, ça doit être le critère du coût global. J'allais dire, on pourrait très bien décider à partir de 2025 que le seul critère économique dans la commande publique, dans l'achat public, n'est plus le prix, c'est le coût global pour forcer les acheteurs à penser en coût global, à acheter en coût global. Ça ne veut pas dire que le bordereau de prix ne comporte pas des prix, mais ça veut dire qu'on met en place derrière ce qu'on appelle un DQE, on met en place une évaluation du projet, et donc on traduit des prix dans un coût global. Première décision, imposer le coût global comme à la place du prix, même s'il y a d'autres critères. Ça, c'est tout à fait possible d'un point de vue juridique. Ça obligera tout le monde, et peut-être aussi à se bouger sur le sujet, y compris à peut-être à accompagner les acheteurs ou à publier un guide qui tarde, mais non pas, je ne reproche rien ici à ceux qui font les guides, parce que c'est très compliqué de sortir un guide sur le coût global, parce qu'il va faire jurisprudence. Premier point. Deuxième sujet... juste avant, votre deuxième osé, c'est parce que avoir acheté en coût global, c'est très bien, mais on ne sait pas le faire. On ne sait pas le faire, mais la vraie question aujourd'hui, c'est que moi je pense qu'on ne veut pas le faire. C'est-à-dire que bien évidemment que c'est un achat plus compliqué. Bien évidemment que c'est un achat qui va probablement en prix être plus cher à court terme. Donc on y reviendra. Sur ce point-là, il faut peut-être aujourd'hui acheter moins et acheter mieux. Plus cher aujourd'hui, beaucoup moins cher et plus pertinent en matière de coût complet et de retour sur investissement à moyen et long terme. Mais si on ne change pas ce dogme, on continuera à acheter de moins en moins cher et probablement ni à des entreprises françaises, ni d'ailleurs à des entreprises européennes et probablement à d'autres entreprises, peut-être même pas américaines d'ailleurs. Donc ça, c'est le premier point qui est possible. Votre deuxième proposition très forte. Ma deuxième proposition, le Québec est en train de le faire, le Maroc l'a fait, les États-Unis l'ont fait, France Urbaine soutient d'ailleurs, je salue cette initiative, cette idée, c'est d'intégrer des externalités environnementales et sociales dans la commande publique sous couvert d'un bonus-malus aux États-Unis sur un certain nombre de thématiques d'achat, pas sur toutes, à caractère souverain la plupart, une entreprise américaine qui est, je crois, 20% plus chère, a la même note prix. Parce qu'on considère que ce n'est pas parce qu'elle vaut 120 et que l'autre entreprise non américaine vaut 100 qu'en coût global, probablement qu'elles se valent. Si je considère que 20% est un dispositif de bonus-malus, j'intègre des externalités environnementales et sociales, je favorise les entreprises européennes et françaises parce que naturellement leur impact
sociale et environnementale est bien meilleure que d'autres entreprises non européennes. Ça, je pense qu'aujourd'hui, le Maroc l'a fait, le Québec l'a fait, les États-Unis l'ont fait, l'Europe aurait tout intérêt à le faire. Ça ne peut être qu'au niveau européen, parce que si la France décide de faire un bonus-malus en fonction de ses fournisseurs français, on est contraire au principe d'égalité de traitement au niveau européen. La France pourrait très bien l'initier à l'échelle sous couvert d'entreprises à capitaux majoritairement européens ou français. Ouais. La France est bien en train de penser à des marchés de gré à gré. Je sais que vous n'aimez pas ce terme, mais jusqu'à 300 000 euros. Donc, je veux dire, sur des marchés innovants qu'on a du mal à définir. Ouais. Donc, je veux dire, pourquoi pas tenter une expérimentation autour d'un système de bonus-malus avec des externalités. L'échelle idéale serait naturellement l'échelle européenne. Et troisième proposition, c'est Troisième proposition, la data. Oui. On vit dans un monde de données. Je pense qu'aujourd'hui, les acheteurs publics n'ont pas pleinement encore intégré le fait que dans tout achat public aujourd'hui, il y a un sujet de data. Ouais. Dans les travaux, dans les services, dans les fournitures. Et donc, je dis aujourd'hui, considérons qu'une donnée publique, dans la quasi-totalité des cas, peut être une donnée sensible. Et donc, imposons aux entreprises candidates à des marchés publics concernés par ce sujet, naturellement, deux choses. Premièrement, naturellement, d'héberger ces données sensibles ou ces données publiques, ces données médicales, mais pas que, c'est les données des usagers, sur un cloud souverain. Ouais. Je pense que ça, c'est l'hébergement au sens de la notion de sécurité. Et si on veut être à l'abri des lois extraterritoriales américaines, mais aussi chinoises ou autres, c'est d'imposer que le candidat, sur ces sujets souverains ou sensibles, soit à capitaux majoritairement européens. Ouais. Je parle bien européen, pas français, pour naturellement assurer l'acheteur public que les données qui vont être transitées dans le cadre de l'exécution de ce marché public ne soient pas accessibles par des États autres qu'européens. Je vois aujourd'hui des appels d'offres sur des centres de contact multicanal, je vois des appels d'offres dans le domaine médical, ou naturellement, ou dans des véhicules électriques, dans les collectivités par exemple, pour des polices municipales, où il n'y a rien sur la data, sur la sécurisation de la donnée et sur l'utilisation de ces données. Je crois qu'aujourd'hui, chaque acheteur public doit se poser la question en sourcing, l'appel d'offres que je prépare, a-t-il un impact en termes de données, et pas que des RGPD, de données, d'hébergement, de sécurisation et de souveraineté? Eh bien, voilà 3 propositions de Sébastien Topiak. Appel à la Commission européenne. Écoutez-le, on ne sait jamais, ça peut vous intéresser. Merci beaucoup Sébastien, on a tenu le délai, mais je vais le dépasser un tout petit peu par plaisir pour embêter Pascaline, que je salue. C'est ma patronne, j'ai un plan de carrière. Nos prochains rendez-vous, on sera évidemment présent au Congrès et au Salon des maires. Nous accueillerons, j'aurai le plaisir d'animer avec Sébastien 3 petits ateliers, discussions sur le Salon des maires. Nous avons une petite conférence d'actualité le jeudi matin avec Alain Bénard de l'Association des acheteurs publics, que je salue, je sais qu'il travaille ce matin très fort, Jean-Marc Pérical, et j'ai oublié, maître, pardon, ça y est, c'est le trou de la matinée. Un avocat Alexandre Riquier, maître, qui sera avec nous pour faire un point d'actualité. Et nous remettrons évidemment les trophées de la commande publique aux lauréats le jeudi matin au Salon des maires. Vous êtes les bienvenus, mais il faut vous inscrire. Et puis le 25 novembre, c'est le début de la folle semaine des marchés publics qui s'ouvre avec une conférence d'actualité toute la journée que j'aurai le plaisir d'animer avec Étienne et Mathieu. Et donc, on aura, Sébastien, le plaisir, vous viendrez nous parler de simplification vis-à-vis des fournisseurs, d'achat local. Vous nous parlerez IAG, ce qu'il faut en attendre. Et c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. C'est pas mal. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et de très bons achats publics. Et je vous dis à très bientôt. Donc, merci, au revoir.